Démarrer. Oui. Ça a l'air d'être bon. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur le premier Good Morning Teams. Ce matin, je reçois Richard Clark. Du coup, Richard, je te propose de te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, bonjour. Je suis MVP, donc Microsoft MVP, spécialisé dans la partie développement, et ce depuis 2001 ou 2002, je sais plus. Enfin bon, ça fait 18 ans, 19 ans que je suis dans les arcanes du programme MVP. J'ai été mis de côté un petit peu pendant 3-4 ans, mais sinon, c'est 19 ans ininterrompus de collaboration avec Microsoft. Donc, historiquement parlant, moi, je ne suis pas du tout issu du monde du développement, puisque j'ai fait une école préparatoire aux grandes écoles, au lycée Louis Grand, et puis après, j'ai été à l'école centrale de Lyon, où j'ai fait une option en bâtiment et génie civil. Et donc, pendant 11 ans à peu près, j'ai travaillé dans le bâtiment. Donc, j'ai construit des buildings, j'ai construit des bureaux, j'ai construit des logements sociaux, j'ai construit tout un tas de bâtiments comme ça. D'accord. Et puis donc à la fin des années 90, j'ai travaillé sur un gros chantier qui est la Cité internationale de la ville de Lyon. Ceux qui connaissent Lyon connaissent forcément la Cité internationale, donc avec l'architecte Renzo Piano. Et pour cette occasion, on devait gérer tout ce tout ce qui avait été fait, essayer d'inventorier tout ce qui avait été fait. Et donc, dans les années 90, il y avait à peu près rien. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis mis un petit peu à l'informatique. Et j'ai développé un logiciel en VB, en Visual Basic, D'accord. bête et méchant. Donc, c'était VB4 à l'époque. Et petit à petit, j'ai fait un soft qui était de plus en plus sophistiqué. Et je me suis de plus en plus intéressé à l'informatique. En plus, c'est à l'époque aussi où j'ai créé une société dans le bâtiment où je faisais des revêtements de surface de luxe. Et j'ai fait ça juste au moment où le bâtiment se cassait la gueule. Donc les revêtements de luxe, c'était pas ce que recherchaient véritablement les architectes, bien que j'ai eu des gros contacts par exemple pour le Stade de France ou pour l'Arche de la Défense ou ce genre de choses, mais il n'y a rien qui s'est concrétisé, et donc la boîte s'est vraiment cassée la gueule au bout de 3 ans. Et comme j'étais obligé de faire de l'informatique pour suivre le logiciel que j'avais créé pour la Cité internationale, et en même temps je faisais de l'image de synthèse parce que mes matériaux étaient un petit peu spéciaux, donc j'étais de plus en plus baigné dans l'informatique, et c'est à ce moment-là où j'ai basculé du côté obscur de la force, c'est-à-dire que je me suis mis vraiment à fond dans l'informatique. D'accord. Et depuis, je fais que ça. Voilà, donc c'est un petit peu un parcours atypique. Mais dans mes études à Centrale, j'avais fait un petit peu d'informatique, mais enfin c'était derrière les écrans noirs et verts avec du Pascal, et puis voilà quoi. D'accord. Et la transition n'a pas été trop compliquée? Non, ça s'est fait un petit peu en douceur, parce que je faisais pour la Cité internationale, je faisais du bâtiment, et en même temps je faisais de l'informatique. Et puis plus ça allait, plus je faisais de l'informatique, et plus le bâtiment ça me cassait les pieds. Donc ça s'est fait en douceur. Bon, en douceur, au niveau apprentissage, ça s'est fait en douceur, mais par contre, financièrement parlant, j'ai eu quelques années de galère, ça c'est clair. Ah oui, oui. Et du coup, quel a enfin, quel a été le meilleur moment que tu as eu justement pendant cette phase d'apprentissage? Meilleur moment, je me souviens que la société était hébergée dans des locaux où il y avait d'autres sociétés, et
il y avait une personne qui était à l'étage au-dessus, je me souviens, qui lui connaissait Visual Basic. Et au début, je faisais tout le temps des allers-retours et j'allais lui casser les pieds en permanence pour lui demander comment on fait ci, comment on fait ça, etc. Et petit à petit, je me suis mis à apprendre moi-même. L'avantage, c'est que à la fin des années 90, début des années 2000, c'est là où on avait Internet qui commençait à apparaître. Moi, j'avais commencé avec CompuServe et sur les forums de discussion de CompuServe, où je trouve qu'on trouvait beaucoup plus facilement d'informations qu'actuellement dans les forums, où je trouve que c'est un petit peu... tout le monde veut faire des trucs très jolis, mais pour arriver à l'information essentielle, c'est un petit peu compliqué. Enfin, ça, c'est un autre débat. Et donc, au niveau de l'apprentissage, ce qui est eu de bien, c'est que comme on était, j'allais dire, on n'était pas très très nombreux, notamment en France, à cette époque, on pouvait très facilement contacter des gens qui étaient un petit peu pointus. Faut savoir que le premier MVP Summit à Redmond où je suis allé, on était en tout, je ne sais plus, on devait être 200 ou 300, quoi. Enfin, alors que maintenant, c'est 4000 invités au niveau du Summit. Donc, l'échelle n'était pas du tout la même. Et ça m'a permis notamment de collaborer avec Bruce McKinney, qui pour moi était véritablement un ponte au niveau développement avec Visual Basic, qui a écrit deux bouquins seulement sur Visual Basic, qui étaient extrêmement pointus, où on avait dès les années 90, on avait la notion de classe, etc., qui était appréhendée. Ça m'a permis aussi de rencontrer à l'époque aussi Kathleen Dollard. Je ne sais pas si tu vois qui c'est elle qui s'occupe maintenant de tout ce qui est CLI pour .NET. Si vous la rencontrez, vous verrez, elle a toujours les cheveux qui sont teints de couleurs un petit peu différentes. C'est quelqu'un qui est vraiment très intéressante et qui, je me souviens, avec des discussions un petit peu pointues qui avaient lieu avec les gens de VB, notamment au niveau du compilateur. Je me souviens que toutes ces interventions étaient hyper pointues, mais très douce. Elle disait, et au fait, et elle posait la question qui tue à ce moment-là, et il y a tout le monde qui disait, oui, bah, good feedback, on verra plus tard. D'accord. Donc voilà, c'est surtout les débuts, et j'allais dire aussi le début du programme MVP en France, qui a été donc en 2003-2004, les premières fois où on est allé à Redmond, où là, je crois qu'en France, on devait être 4 ou 5. Martine était déjà vivante à l'époque. D'accord. qui s'occupe toujours du programme MVP à l'époque. Donc elle était là dès le début du programme, donc. Dès le début, elle était là. Il y avait Joël Chaudy aussi. Et puis, il y avait une autre personne qui est partie de chez Microsoft, je ne sais plus comment elle s'appelle, Laura Martini. Voilà. Donc ça, c'était au tout début. Et donc, on avait... ce qui avait de drôle, c'est que, par exemple, quand on est allé pour la première fois à Redmond, ben, on était 5, on était 5 dans le même avion, on a passé tout l'avion à discuter ensemble. Il y avait un MVP belge qui était MVP Flight Simulator. Ah. Ben, on va peut-être en avoir de nouveau maintenant avec la future version. Hein. Je lui en ai parlé récemment, mais bon, lui maintenant il est dans les bateaux, il est sur les canaux dans les bateaux, et Flight Simulator ne m'intéresse plus beaucoup. Mais bon, on avait ça, on avait Marina qui était MVP Word, on avait du MVP Excel, et côté développement, j'étais le seul, quoi, donc c'était assez drôle. Et les années d'après, il y a un petit groupe qui s'est constitué avec d'autres développeurs. Je pense à Nicolas Sorel, Nix, je pense à Laurent Campé. Il y avait Rémi Thomas aussi, il y en a beaucoup d'autres que je vais oublier là, je m'excuse à l'avance, mais bon, c'est drôle parce que c'est des gens avec qui on a toujours gardé contact, malgré les 18-19 années derrière nous.
Et Fabrice Roblard aussi. Ah oui, Fabrice, oui, tout à fait. Ouais. Un peu plus sur la partie .NET et SharePoint. Oui, lui, il était à fond SharePoint, paix à son âme. Eh ben écoute, en tout cas, ce que je retiens, c'est que Teams, enfin pas Teams, les, la famille de MVP, c'est quelque chose qui a l'air d'être sacré et qui permet d'avoir des discussions très intéressantes et enrichissantes et sur le long terme. Ouais. Et un peu là c'est typiquement en fait des personnes que tu as rencontrées parce qu'elles étaient francophones et elles ont fait le voyage avec toi, mais tu as sans doute aussi de rencontrer des gens un peu partout dans le monde pendant ces X années pendant lesquelles tu as été MVP. Oui, curieusement, c'est plus des Microsofties que j'ai rencontrés que des gens externes, que des MVP. Notamment parce que je me suis occupé aussi enfin, j'ai organisé un concours au sein d'Imagine Cup. C'était une compétition qui s'appelait Project Chimie. Et Alors, donc, on peut peut-être juste préciser, donc l'Imagine Cup, hein, pour ceux qui ne connaissent pas et qui viendraient nous rejoindre, c'est une compétition de jeunes gens pour développer leurs idées avec les outils Microsoft. Hein. Je ne dis pas de bêtises si je dis ça. oui, c'est essentiellement orienté pour les étudiants. Et donc au début, c'était présenté comme étant le plus grand concours international pour les étudiants dans l'informatique. Là, ils ne pouvaient pas dire que c'était c'était autre chose. Mais c'est effectivement un concours mondial. Alors au début, dans les toutes premières années, la sélection se faisait par pays. Il y avait chaque pays qui organisait un concours. Et ensuite, on avait une grande messe annuelle. On a fait ça, alors la toute première grande messe a eu lieu, c'était au TechEd à Barcelone, puis après on est allé à São Paulo, on est allé à Yokohama, puis après à New Delhi, Séoul, et puis Paris, et puis après c'est allé au Caire, etc. Enfin, bon, chaque année il y avait une finale comme ça où il y avait 500, 600 étudiants du monde entier qui venaient pour cette finale et moi je m'occupais d'une des compétitions de ce Imagine Cup. Et donc ça m'a permis de rencontrer énormément de Microsofties un petit peu à gauche, à droite. J'allais dire en interne, quoi. C'était assez drôle. Maintenant, tout a été rapatrié, comme tout d'ailleurs, a été rapatrié à Redmond et ça se passe à Redmond. Et donc demain, pendant la build, il y a une partie Imagine Cup. D'accord. Bah, de toute façon, du coup, c'est effectivement un super événement. J'invite tout le monde d'ailleurs à pouvoir s'inscrire pour la Microsoft Build. Donc, je crois, je vais vous rappeler l'adresse. C'est register.build.microsoft.com. Eh bien, écoute, Richard, du coup, je vais te proposer de passer maintenant à l'actu Microsoft du jour. Et puis ensuite, on se retrouve très rapidement pour un question-réponse. Ça te va? Si les questions sont pas trop dures, oui, ça va. Ouais, ça va, ça devrait aller. Ok. Eh bien, donc du coup, maintenant, l'actu Microsoft du jour. Vous avez sans doute vu passer un certain nombre d'informations, et notamment l'arrivée de la nouvelle version de Windows 10, la version 2004, alias mai 2020. Et dans cette version-là, en fait, Microsoft annonce que la version 32 bits ne sera plus disponible pour les OEM. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les nouveaux PC que vous allez recevoir, enfin, vous allez acheter dans le grand commerce, dans le commerce, pardon. Du coup, en fait, ce sera forcément des versions 64 bits, les versions 32 bits n'étant réservées maintenant que pour les entreprises, en fait, qui managent elles-mêmes l'installation sur leur poste de travail. Ça, c'était la première annonce. Donc, la bonne chose, c'est que du coup, ça va permettre de mettre quasiment tous les PC dans le monde en 64 bits, ce qui permettra aussi d'avoir des meilleures performances globalement un peu partout, ce qui est pas plus mal. Ce qui permettra d'avoir des Visual Studio 64 bits.
Ah oui, tout à fait. Et donc de développer des applications 64 bits aussi. Enfin, faut rappeler quand même à nos auditeurs que le 64 bits, ça existe quand même depuis, je pense pas dire de bêtises, plus de 10 ans. Hein. Oh oui, oui, facilement. Ouais. Donc c'est vrai qu'il était temps de forcer un peu la main. La deuxième actu du jour, c'est que Microsoft vient d'acquérir la société MetaSwitch Networks dans le but en fait de renforcer la 5G. Et donc c'est destiné à compléter la gamme de Microsoft dans le secteur des télécoms, à un moment où les réseaux de com et le cloud convergent. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement là, il n'est pas question de louper la marche. Et du coup, ça devrait apporter justement des nouvelles solutions encore plus rapides et plus pratiques pour pouvoir tout simplement consommer le cloud de manière efficiente. Et c'est sans rappeler aussi que Microsoft se relance a priori dans le mobile avec ses Surface Neo et Duo qui devraient arriver peut-être, je pense, en fin d'année ou début d'année prochaine. Donc du coup, tout se conjugue bien. Donc voilà, ça c'était les deux grandes actus du jour. Maintenant, je te propose, Richard, de passer à la session de questions-réponses. Il y a juste une actu que tu as ratée, une actu fondamentale, c'est que Jiffy a été racheté par Facebook. Donc on va payer. Jiffy, tu veux dire le magasin? Non, pas le magasin, Jiffy. Non, c'est Giphy, oui, pardon. Ah oui, pardon. Voilà, Giphy, ouais, 0. Et donc on va avoir des gifs animés un petit peu de partout dans Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. qui vont arriver, quoi. Ah, d'accord. Bon, bah, donc, du coup, effectivement, ça, c'est aussi effectivement une nouvelle intéressante. Du coup, dans les questions-réponses, alors, je t'ai préparé quelques petites questions. Tu me dis quand tu es prêt? Ah oui, je suis prêt. Eh ben, c'est J'ai mon parti buzzer. alors. T'as ton buzzer? Bon, bah, Ouais. parfait. Alors, dans ta carrière, quel a été ton moment le plus drôle? Mon moment le plus drôle. Alors, sur le moment, c'était pas drôle du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Mais a posteriori, ça a hurlé de rire. C'est justement pendant le Imagine Cup qui a eu lieu à New Delhi. Alors, c'était pas à New Delhi, c'était à Agra exactement, donc à côté du Taj Mahal. Et donc, on avait 500 étudiants qui devaient arriver le lundi. Moi, j'étais arrivé un petit peu plus tôt, j'étais arrivé le vendredi pour préparer un petit peu tout ça. Donc, imagine 500 étudiants qui arrivaient pour un grand concours et il n'y avait aucune machine. Il n'y avait rien. Et donc, on a passé 2 jours à attendre qu'il y ait des machines. Et à chaque fois, on disait oui, ça va arriver. Oui, il est sur le chemin, il est parti de New Delhi, ils arrivent. Ils n'arrivaient pas du tout. Et ils sont arrivés le dimanche après-midi, donc la veille de tout le monde. Et ils sont arrivés vierges. Et donc, on a dû, pendant toute la nuit, installer Windows, installer Office, installer Visual Studio sur l'ensemble des machines. Alors, comme ça se passe en Inde, on avait une cinquantaine de personnes qui étaient là, et donc on mettait des post-it. Alors, il y a le post-it jaune pour dire ça y est, il y a Windows qui est installé, le post-it orange pour dire ça y est, il y a Visual Studio qui est installé, etc. Et on a fait ça pendant toute la nuit. Ah, oh. Et ça a été l'horreur, mais la façon dont ça s'est passé, où il y avait tout le monde qui était là, super calme, qui disait mais oui, ça va aller, ils arrivent, les micros, t'inquiète pas. Et moi j'étais stressé comme un dingue, et in fine, ça a fini par fonctionner, comme par un miracle. On sait pas pourquoi. Ah, effectivement, c'est un partage très intéressant. C'est une situation assez cocasse, mais du coup, vous étiez bien organisé, en fait. C'est ce que ça démontre. Voilà, oui, on va dire ça. Alors, du coup, la deuxième question, tu es plutôt PlayStation ou Xbox? Je suis plutôt PC. Ah, d'accord. J'avais pas prévu cette réponse. Oui, non, PlayStation, j'ai jamais joué avec, mais bon, j'ai rien contre, hein. Quand on voit la dernière démo là, du Unreal Engine, c'est assez impressionnant. Non,
Xbox, j'allais dire, bon, j'en ai une. Je m'en sers aussi pour regarder les applis type MyCanal, etc. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ils recentrent vraiment la nouvelle Xbox vers jeu à 100%. Ça correspond pas trop à ce que je fais, parce que quand je fais des jeux, la plupart du temps, c'est sur mon PC. Et voilà, quoi. D'accord. Eh ben écoute, merci pour ta franchise. Du coup, si tu devais emmener quelque chose avec toi et être seul, enfin quelque chose de quelqu'un avec toi et être seul sur une île déserte, avec au choix un Surface Book 3 ou Satya Nadella, tu préfères quoi? Ah, Satya Nadella. Parce que le Surface, il y aura pas le Wi-Fi, donc il n'y aura pas de connexion Internet, donc ça servira à rien. Et je pense que les discussions avec un être humain sont beaucoup plus enrichissantes que les discussions avec un PC. Eh ben écoute, c'est une très bonne réponse. Quelle est ta façon préférée de te détendre après une dure journée? Je le fais aussi pendant la journée. D'accord. C'est que je vais me promener. Euh, si je peux faire du sport, je peux faire du golf ou du tennis ou ce genre de choses. Mais dans ce qui est le plus jouable de façon facile, un petit peu de partout, c'est que je vais me promener. Et généralement, je le fais ça aussi quand je tombe sur une problématique dans un soft ou ce genre de choses. Je vais me promener pendant une demi-heure, 20 minutes, et ça remet les choses un petit peu au clair. Et généralement, pendant le chemin, au bout de 20 minutes, on se dit, oh tiens, il faudrait que je rentre vite au boulot parce que j'ai trouvé la solution. D'accord. Alors cette semaine, du coup, il y a la conférence Microsoft Build. Donc je repartage un peu nos auditeurs donc l'URL pour s'inscrire. Donc c'est https://register.build.microsoft.com. Vas-tu y participer, Richard? Alors, je me suis inscrit aux différentes sessions pour voir un certain nombre de choses. Je vais suivre sans suivre, sachant que je trouve qu'il y a mon compère Denis Voituron là, de l'excellent podcast DevApps, qui avait fait une remarque un jour, je trouve qui est très juste, c'est que comme maintenant pratiquement tout est open source chez Microsoft, des événements comme la Build, on n'a plus beaucoup de surprises, on sait où on va, c'est une sorte de récap c'est l'endroit où il y a un ensemble de conférences sur des sujets où la plupart du temps on connaît les réponses. Donc je vais suivre ou je vais voir en replay un peu plus tard les conférences qui m'intéressent ou qui ont été notées comme étant intéressantes. Voilà, donc l'avantage aussi, alors c'est là où je suis un petit peu pistonné, c'est qu'en tant que MVP, on a accès à des conférences dites NDA, donc sur lesquelles on n'a pas le droit de dévoiler le contenu au grand public. Et on a aussi énormément d'informations sur l'évolution des produits, sur le futur, etc. Donc ce qui fait qu'un événement comme la Build, c'est bien, mais voilà quoi, en plus. D'accord. Et du coup, si tu devais partager ou conseiller à nos auditeurs de suivre des sessions, lesquelles tu conseillerais? Alors il y en a une qu'il faut, s'il n'y en a qu'une à voir, c'est c'est Ask de Scott Guthrie. Donc c'est une conférence, je crois que c'est une des premières fois qu'il le fait en grand public. Mais en gros, nous ça se passait comme ça pendant les différents MVP Summit. Il arrive sur scène et on a un quart d'heure pour lui poser un certain nombre de questions sur tous les sujets qu'on veut. Donc, il note l'ensemble de ces questions pendant 10 minutes et après, le reste du temps, pendant les 50 minutes qui restent, il répond à l'ensemble de ces questions. Et c'est assez drôle parce que d'abord, le bonhomme est très drôle et très sympathique.
pour le connaître depuis de nombreuses années. En plus, je trouve qu'il n'a pas changé, il est toujours aussi sympa, quoi. Et si Azure est Azure tel qu'on le connaît aujourd'hui, et si ASP.NET a évolué, etc., c'est bien grâce à un monsieur comme Scott Guthrie. Et donc, il parle de tout ça, et c'est vraiment très intéressant, sachant que c'est vraiment un techos de première, quoi. Quand on parle technologie, développement, etc., il sait véritablement de quoi il parle. C'est quelqu'un qui sait développer, etc. D'accord, parce que peut-être pour expliquer à nos auditeurs, tu peux nous en dire un peu plus sur Scott Guthrie? Scott Guthrie, c'est le papa de ASP.NET. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, en gros, ASP.NET, il a fait le proof of concept, le POC, en un week-end. Il est parti le vendredi soir avec l'idée. Il a dit à ses collègues, attendez, j'ai une super idée, on va voir. Il aurait fait ça pendant le week-end, alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Mais il aurait développé l'ensemble des concepts avec les différents contrôles, contrôle serveur, les tags ASP de point button, enfin tout ce qui est ASP WebForm. Et il est arrivé le lundi, il a dit regardez, ça peut être intéressant, et c'est parti là-dessus, quoi. Donc, et maintenant, c'est lui qui est je crois qu'il est vice-président de Microsoft. Il s'occupe de la plateforme Azure. Donc de tout ce qui est développement dans Azure, tout le fonctionnement d'Azure, quoi. D'accord, écoute, merci pour nos auditeurs. Alors justement, en parlant de nos auditeurs, j'ai une question de monsieur Denis Voituron qui me demande de te la poser, donc je vais te poser sa question. Je sens la question. À 115 km. C'est que penses-tu de Blazor? Futur ou pas futur? J'en sais rien. Blazor, quand on nous l'a présenté il y a 2 ans, la première fois, avec Steve Sanderson et Don Blazer. Don Roth, pardon, Don Blazer. N'importe quoi, je suis fatigué dès le matin. Et j'ai été vraiment enthousiasmé par le concept parce que d'abord, tout ce qui était WebAssembly, ça m'intéressait fortement. Donc de voir cette implémentation sur la plateforme Microsoft, ça m'intéressait énormément. J'ai été vraiment enthousiaste au début. Ensuite, pour X ou Y raison que je ne connais pas, ils se sont focalisés sur la partie serveur qui n'existait pas au début, hein. Donc ils ont sorti la version serveur. Donc j'étais un petit peu déçu parce que la version WebAssembly côté client, on l'attendait toujours, et je pense qu'elle va être annoncée officiellement là, demain ou après-demain. Je crois que c'est demain qu'il y a la conférence de Don Roth, donc je pense que c'est là où il va l'annoncer officiellement. On était un petit peu en attente. Je pense qu'ils attendaient aussi beaucoup de l'équipe mono pour le compilateur WebAssembly. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là que ça coince un petit peu. J'ai pas suivi de façon suffisamment proche pour être sûr. Donc j'attends un peu. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que les développeurs web, c'est d'abord des développeurs JavaScript. Et si on regarde dans le monde ce qui se fait, JavaScript est loin devant tout ce qui est développement d'applications web faites avec C# ou ce genre de choses. Donc, plus une orientation application intranet que des applications grand public, ça c'est très clair. Pour des applications intranet, pourquoi pas. Voilà. Ce serait l'évolution en fait des applications métiers qui étaient faites historiquement en .NET, c'est ça? Oui, mais bon, là de plus en plus, on s'oriente, j'allais dire, avec ce que préconisait un petit peu Oracle il y a des années, c'est-à-dire vraiment des applications client-serveur. Après, côté client, moi je pense plus à tout ce qui est PWA,
qui est de plus en plus supporté d'abord par Android et par Windows. Microsoft fait beaucoup d'efforts sur les PWA en ce moment avec l'intégration dans l'OS des PWA. Notamment, il va y avoir le support des jump lists qui a été annoncé il n'y a pas longtemps là, dans le nouveau Edge. Quand on parle de jump list, c'est vraiment au cœur de l'OS, enfin, au niveau de l'interface utilisateur, c'est un des premiers contacts qu'on peut avoir, quoi. Donc, tout ce qui est, ensuite il y a Google avec tout son projet, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin qui est de supporter les files, de supporter Bluetooth, de supporter le NFC, etc. par les applications web. J'ai peur que ça devienne de plus en plus, que ça devienne véritablement le futur. Et avec des applications serveurs de type ASP Web REST, ça me semble plus comme étant le futur que une énième version d'une technologie web au sein de Microsoft. D'accord. Bon, je me trompe peut-être, hein, d'ailleurs. et jaillir est tant mieux, parce que comme ça fait un peu de fun, et puis on aura d'autres choses à apprendre, et puis d'autres choses à vendre. Et voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Richard, pour nous avoir partagé cette demi-heure avec nos auditeurs ce matin. Je vais te souhaiter du coup une très bonne continuation. Et puis, je rappelle du coup à mes auditeurs qu'on se retrouve demain matin pour parler avec Eudes-Olivier Robert, aka Eudo. Et on va sans doute parler de Teams, hein, je pense. Ouais, il n'a pas beaucoup de sujets, ce pauvre garçon. Donc, du coup, je vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon début de semaine. Et on se dit à demain pour un Good Morning Teams. Merci encore, Richard. Merci. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.